Si on avait détecté l'invasion trop tard, disons dans 15 jours, on n'aurait peut-être pas pu sauver les concombres. Il aurait fallu tout recommencer. Financièrement, ça aurait été compliqué. Et ça aurait été vraiment dommage. Ces larves de trips, à peine visibles à l'œil nu, ont infesté les plantations de Sven. Si l'agriculteur ne veut pas perdre toute sa récolte, il doit agir vite. Pour remplacer les pesticides, il parsème ses plantes d'acariens mésostigmates, qui serviront d'organismes auxiliaires. Il faut anticiper, comprendre d'où ça vient et être très rapide. Les produits chimiques permettent d'agir efficacement après coup. C'est une solution, mais ce n'est pas ce qu'on veut. À la fin de la saison, Sven pourra tirer un premier bilan de son activité naissante. Réussira-t-il à obtenir des récoltes suffisantes sans produits chimiques? Nous le retrouverons dans quelques mois pour faire le point. Les pesticides et les engrais ont longtemps facilité le travail des agriculteurs. Mais ces dernières années, les problèmes se sont multipliés. Cela n'a pas échappé à Felix zu Löwenstein. Après des décennies d'agriculture conventionnelle, pendant lesquelles on a combattu champignons, insectes et mauvaises herbes à coups de produits chimiques, on pourrait se dire qu'il est temps de lever le pied. Mais c'est le contraire qui est en train de se passer. L'utilisation de pesticides n'arrête pas d'augmenter ces dernières années. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de déstabiliser les écosystèmes. Et plus on les déstabilise, plus on doit s'appuyer sur les béquilles de la chimie. Ce n'est pas la solution, car les dommages collatéraux sont énormes. Pour de nombreux exploitants, l'usage de produits chimiques est donc une spirale sans fin. Chaque année, 2 millions de tonnes sont utilisées à travers le monde. Et ce chiffre ne cesse de grimper. Michael Reber s'est lui aussi retrouvé pris dans l'engrenage. Cet agriculteur de 46 ans gère une exploitation à environ 1 heure de Stuttgart. Michael a repris la ferme de son père il y a une dizaine d'années. Sur ces terres longtemps traitées de manière industrielle, il a fait un constat alarmant. Je me suis rendu compte que j'utilisais de plus en plus de produits chimiques d'une année sur l'autre, mais que mon rendement n'augmentait plus. C'était soit plus de produits pour le même rendement, soit la même quantité et un rendement plus faible. Au début, Michael parvenait à faire face à la pression des prix grâce aux produits de synthèse. Mais très vite, la machine s'est enrayée et il a dû dépenser de plus en plus d'argent pour maintenir son taux de production. Son exploitation courait à la catastrophe non seulement sur le plan écologique, mais aussi sur le plan économique. Mes dépenses en produits phytosanitaires ont fait petit à petit baisser mon résultat d'exploitation. Michael avait donc le choix: abandonner son activité ou changer ses habitudes. Une analyse de sol lui a permis d'identifier l'origine du problème. Après des années d'épandage d'engrais synthétiques dans ses champs, l'équilibre de la terre était totalement perturbé. Or, les plantes et les micro-organismes présents dans le sol forment un ensemble. Les bactéries et les champignons aident les plantes à se développer. Les engrais chimiques apportent certes des nutriments, mais ils empêchent aussi les micro-organismes de remplir leurs fonctions. Au fil du temps, la vie souterraine finit par disparaître et les agriculteurs doivent augmenter la dose de produits chimiques pour nourrir leurs plantes. Cela peut être évité grâce à des techniques naturelles qui favorisent l'activité microbienne du sol et augmentent sa teneur en humus. De quoi permettre aux plantes de mieux absorber les nutriments.
Afin de sortir du cercle vicieux, Michael Reber a tenté une expérience. Il y a 3 ans, il a mis en place un système de culture biologique favorisant le développement des micro-organismes et de l'humus dans le sol. La clé de voûte de ce système est le thé de compost. Ce liquide concentré en agents microbiologiques est obtenu à partir d'un mélange d'eau et de compost. On démultiplie les micro-organismes présents dans le compost et on les remet dans nos champs appauvris par l'agriculture conventionnelle. Grâce à cette méthode, Michael Reber utilise désormais 2 fois moins de produits chimiques. Cela lui a permis de faire des économies, mais aussi d'éviter certains effets indésirables. Je n'ai plus besoin de faire attention aux éclaboussures de produits dans les yeux, le nez ou sur la peau. Tous ceux qui débutent vous diront la même chose. C'est un soulagement de ne plus manipuler de substances nocives. Mais le plus important pour Michael est de contrôler l'état de ses champs. Pour cela, il vérifie régulièrement l'évolution de ses récoltes. Son dernier contrôle remonte à quelques semaines. Nous l'accompagnons sur le terrain. Le champ de maïs voisin, à droite, est traité de manière conventionnelle. À gauche, celui de Michael reçoit 2 fois moins de produits chimiques. Aujourd'hui, l'agriculteur compare la longueur des feuilles de chaque champ à partir d'échantillons équivalents. Plus la feuille sera longue, plus les épis seront gros. Même moi, je suis vraiment surpris. La différence est flagrante. Quand on regarde le dessus du champ, on pourrait simplement croire que ce sont 2 variétés différentes. Mais là, c'est impressionnant. Toute cette surface d'assimilation va accueillir des épis qui vont commencer à se former d'ici 2 à 3 semaines. C'est bon signe pour la suite. Les feuilles du champ de Michael sont bien plus grandes et robustes que celles du champ de son voisin. Pour Michael, il n'y a plus de doute possible. Une fois les limites des produits chimiques atteintes, ce sont les méthodes écologiques qui augmenteront la fertilité de ses sols et stabiliseront son rendement. De fait, de plus en plus d'agriculteurs conventionnels s'intéressent aux pratiques alternatives. Pour Félix Zu-Lowenstein, cela relève de la responsabilité des politiques. La politique agricole européenne doit soutenir les agriculteurs pour leurs prestations sociales, ce que le marché ne fait pas. À l'heure actuelle, les exploitations sont subventionnées en fonction de leur surface. Cela explique notamment pourquoi les agriculteurs produisent en grande quantité et à bas coût. Il faut arrêter d'arroser tout le monde avec des subventions agricoles sans que cela ait un vrai impact. Il faut subventionner davantage les mesures utiles, comme par exemple la fabrication d'humus ou le fait de favoriser la biodiversité. L'action politique est la clé du changement. Elle peut avoir une influence décisive sur l'avenir de notre agriculture. Nous voici au Parlement européen, à Strasbourg. Depuis plusieurs mois, les subventions destinées à l'agriculture sont au cœur des débats. 58 milliards d'euros doivent être réattribués. Agriculteur de profession, Martin Häusling est député du Parti écologiste. Il va participer aux décisions sur la répartition des fonds. Les subventions agricoles constituent le poste budgétaire le plus important de l'Union européenne. Elles sont actuellement réparties en 2 domaines. Sur un total de 58 milliards d'euros, 44 milliards sont investis dans le premier pilier, c'est-à-dire les aides directes. Les agriculteurs touchent de l'argent pour chaque hectare cultivé, peu importe le mode de culture.
Pour le deuxième pilier, 14 milliards d'euros sont versés. Ils sont destinés aux agriculteurs qui travaillent dans le respect de l'environnement, du climat et de la protection animale. Certains hommes politiques, comme Martin Häusling, sont convaincus que ces subventions sont déterminantes pour l'évolution des pratiques agricoles. Si on arrive à produire à des coûts aussi bas, c'est parce que les revendeurs savent que même si les produits sont bradés, les agriculteurs auront quand même des subventions. Et alors, ils n'ont pas de quoi se plaindre. Mais les agriculteurs se font avoir. Ils se retrouvent pris dans un système dont il est extrêmement difficile de sortir. Aujourd'hui, la répartition de ces subventions est sur le point d'être redéfinie. Dans quelques heures, une première proposition de réforme sera présentée. Les députés finalisent leurs interventions. Bonjour Martin, ça avance? Martin fait le point avec sa codéputée Maria Heubourg. Ah non, c'est la coordinatrice, je crois. Ah oui, c'est ça. Je m'occupe de la question structurelle. Très bien, faisons comme ça. À plus tard. Martin Häusling défend un modèle de répartition des subventions qui favoriserait les mesures écologiques. On a le pouvoir d'inciter les agriculteurs à se convertir au bio. Lorsqu'un producteur a une approche raisonnée et juste vis-à-vis de l'environnement, mais aussi vis-à-vis de ses partenaires commerciaux, il doit être soutenu financièrement. À l'origine, les subventions devaient aider tous les agriculteurs. Mais aujourd'hui, ce sont surtout les grosses exploitations industrielles qui en bénéficient. Qu'en pensent les agriculteurs qui tentent de travailler de manière écologique ? Le problème, c'est que les mesures de soutien sont plutôt restrictives. Quand je touche mes subventions, je me dis que je préférerais m'en passer et développer mes sols. C'est frustrant, car je pense qu'on répond à des besoins de la société. On crée de l'humus, on absorbe du CO2, on lutte contre l'érosion des sols. Mais tout ça, on le fait gratuitement, et ça me paraît injuste. Pour les agriculteurs biologiques, une chose est sûre. Les subventions doivent être réparties autrement. À Strasbourg, la session spéciale de la Commission de l'agriculture a commencé. Le commissaire européen Phil Hogan s'apprête à présenter une proposition de réforme. J'espère que vous verrez au moins cette proposition comme une bonne base de départ. L'essentiel de sa proposition repose sur le maintien des aides directes. Les décisions sur les mesures environnementales sont laissées aux États membres. De nombreux députés craignent que cela ne favorise le développement des méthodes les moins chères au détriment des agriculteurs du bio. Pour Martin Häusling, il s'agit d'un retour en arrière. Il redoute que ne se profile la fin de la politique agricole commune. Vous n'avez pas dit un mot sur les nouvelles mesures écologiques. Faites-nous une nouvelle proposition et commençons enfin à tirer les leçons d'une politique qui a échoué, au lieu de reproduire les mêmes erreurs. Aujourd'hui, plus personne n'est dupe. Alors revenez dans quelques semaines avec quelque chose de nouveau. Comme d'autres députés, Martin Häusling se bat pour imposer plus de mesures environnementales. Même si les choses se présentent mal, il ne perd pas espoir. La Commission ne modifiera pas sa proposition d'elle-même. Mais on espère voir un jour des députés de tous les horizons faire pression ensemble sur la Commission européenne, jusqu'à ce qu'elle soit obligée de changer de cap. Les négociations traînent en longueur.
Difficile de savoir quel signal la Commission finira par envoyer. Pendant ce temps, les champs européens sont confrontés à une crise importante. Les chaleurs records des derniers étés ont mis les cultures à rude épreuve. Pour de nombreux experts, ce sont là des conséquences du changement climatique. Les cultures sont asséchées. Plus aucune plante ne pousse sur ces terres devenues arides. Pour les agriculteurs, les difficultés sont déjà bien réelles. Même si de fortes pluies se mettent à tomber, le sol ne peut pas absorber l'eau. Cela signifie à long terme que les récoltes seront de moins en moins importantes. Michael Reber n'a pas été épargné par la canicule. Il a cependant remarqué un élément positif. Désormais, ces sols retiennent l'humidité plus longtemps et les racines de ces plantes se développent mieux. Pour moi, l'objectif principal, c'est d'augmenter la fertilité des sols pour qu'ils puissent retenir plus d'eau. Quand il pleut beaucoup, il faut que l'eau reste dans le sol. En cas de sécheresse, comme cette année, les plantes bénéficieront d'eau plus longtemps. Mais si l'eau ruisselle en surface, c'est terminé. Michael veut évaluer la capacité d'absorption de ces sols. Si le test s'avère concluant, cela voudra dire qu'il a réussi à produire suffisamment d'humus. Pour commencer, il verse 10 litres d'eau dans le champ voisin et observe à quelle vitesse le liquide s'infiltre dans la terre. Là, on est dans le champ de maïs de mon voisin. Michael réalise son expérience à une petite centaine de mètres de son exploitation. Ça a duré près de 4 minutes. C'est pas trop mal. Le résultat sera-t-il meilleur dans son champ ? Constatera-t-il une réelle différence seulement 3 ans après avoir commencé à appliquer les méthodes biologiques ? Toute l'eau a été absorbée. 100 mm de précipitation en 2 minutes et demie. C'est impressionnant. Je ne m'attendais pas à ça. En effet, au bout de 3 ans, les résultats sont déjà perceptibles. Une bonne nouvelle pour l'agriculteur, mais aussi pour le climat. En plus de retenir l'eau, la matière organique présente dans le sol absorbe le CO2, qui autrement s'accumulerait dans l'atmosphère. En tant qu'agriculteur, vu ce potentiel, on se rend compte qu'on tient littéralement l'avenir du climat entre nos mains. Félix zu Loewenstein a également pu observer les effets positifs de la matière organique. Le sol de la vallée où se trouve son exploitation regorge d'humus provenant des montagnes. Ainsi, même en cas de sécheresse importante, de la mélisse pousse dans ces champs. Dans le cadre de la COP 21, le gouvernement français a calculé qu'en augmentant le taux d'humus des terres arables du monde entier de seulement 0,4% par an, on pourrait compenser l'ensemble de nos émissions annuelles de gaz à effet de serre. Les bénéfices de l'agriculture biologique sur la société sont doubles. Elle protège les ressources et permet d'économiser le coût environnemental de l'agriculture conventionnelle. Renoncer aux produits chimiques est une étape importante de la transition agricole. Mais qu'est-ce que cela change concrètement pour l'agriculteur ? À Oberkirch, nous retrouvons Sven Wilhelm au terme d'une année d'agriculture biologique.
voici sa première génération de concombres non traités chimiquement. Ces nouvelles méthodes de travail lui ont permis de produire des aliments dans le respect de l'environnement. Que pense-t-il de cette première récolte? C'est bon? Défi réussi. Même sans produits chimiques, Sven a obtenu de bons résultats. Mais un problème persiste. La vente des produits. J'ai produit 600 kilos de courgettes suite à la demande d'un grossiste. Mais je n'arrive pas à les vendre. Je pense m'en servir pour recouvrir mes bancs d'herbeuses ou comme compost. Il y a un an, Sven avait établi un plan de production avec un grossiste conventionnel. Mais aujourd'hui, ce dernier n'est plus intéressé par ses produits. J'ai le même problème avec les concombres longs, les concombres courts, les choux-fleurs, les oignons, les salades, les choux raves et les potimarrons. J'ai 1,7 tonne de potimarrons qui vont finir à la poubelle. Tous les aliments que j'ai jetés ou que je vais devoir jeter, c'est l'équivalent de plusieurs milliers d'euros. Les grossistes ne sont pas tenus d'accepter la marchandise des agriculteurs. Il est souvent plus rentable pour eux de leur verser une compensation. C'est notamment pour cette raison que chaque année dans le monde, 1,3 milliard de tonnes d'aliments est gaspillé. La réduction des déchets est un des principes de l'agriculture biologique. Sven Wilhelm s'est donc tourné vers d'autres partenaires. On est optimiste pour l'année à venir, car on sait maintenant qu'on peut vendre plus en passant par les circuits bio. Désormais, Sven fournira directement des supermarchés bio. Plus la chaîne de distribution est courte et locale, moins elle génère de déchets et de coûts annexes, comme les frais de stockage. Un point positif pour l'environnement, mais aussi pour les producteurs et les consommateurs. On pourrait faire une danse de la pluie. Sans stockage intermédiaire, les produits passent directement du champ à l'assiette et conservent toute leur fraîcheur. Et les supermarchés bio vendent même les fruits et les légumes qui ne sont pas parfaits. C'est la première fois qu'on taille des choux-fleurs. C'est très bien. Je n'étais pas sûr pour la taille. Ils sont parfaits. Ils sont pas trop petits? Non. Beaucoup de gens vivent seuls et préfèrent les petits choux-fleurs. Une démarche respectueuse envers les aliments est une dimension importante pour aller vers une nouvelle agriculture. Mais pouvons-nous tous consommer bio? Des ingénieurs agronomes ont constaté que pour chaque aliment consommé, un autre est jeté aux ordures. Pour Tobias Bandel, cette statistique révèle une grande négligence. On se plaint que les produits sont trop chers, mais on en jette quand même 40% à la poubelle. C'est complètement absurde. Si on fait le calcul, on pourrait tous consommer bio sans payer plus cher. Il suffirait juste de jeter moins. Pour les spécialistes, nos habitudes alimentaires sont un frein au changement. Tout est lié à la façon dont nous exploitons les terres agricoles. Dans le monde, chaque habitant dispose en moyenne d'une surface équivalente à un terrain de football pour produire son alimentation. Concrètement, seuls 6% de cette surface sont utilisés pour la production de fruits et légumes. La majeure partie de ces terres, environ 2 tiers,
est consacré à l'élevage. Le reste sert à cultiver des céréales, dont 40% sont destinés à nourrir le bétail. La production de viande occupe donc énormément d'espace, au détriment du maraîchage. En quelques décennies, la consommation mondiale de viande est passée de 70 à plus de 300 millions de tonnes. Et pourtant, que ce soit pour l'environnement, mais aussi pour notre santé, les scientifiques préconisent une consommation raisonnée des produits d'origine animale. Notre consommation excessive de viande est problématique. Dans mon assiette, si j'enlève cette saucisse, ainsi que ces 2 boulettes, j'obtiens une ration de viande journalière suffisante. De nouvelles études ont montré qu'il serait possible de passer au tout biologique